Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. L'ultra-gauche a-t-elle profité de trop de complaisance? On y revient avec Thibaut de Montbrial, alors que le parquet de Lyon doit donner de plus amples détails après le lynchage mortel de Quentin, militant nationaliste, tué à Lyon la semaine dernière. Auparavant, on aura le plaisir de recevoir Mickaël Moreau, auteur d'une enquête absolument passionnante sur le pouvoir de nomination des présidents. Emmanuel Macron a-t-il abusé de l'article 13 de la Constitution qui lui permet de nommer les têtes de la haute administration? Mickaël Moreau a mené l'enquête, il a la réponse, il nous donnera ses infos. Et puis Hubert Védrine sera aussi notre invité. Retour ensemble sur la conférence de Munich, l'affaire Epstein et ses conséquences géopolitiques, et puis aussi l'avenir de l'Occident. En tout cas, s'il y en a un, on lui demandera sur ce point son point de vue. Bonjour Mickaël Moreau. Bonjour. Il y a, à l'heure où on se parle, une perquisition est en cours à l'Institut du monde arabe suite aux révélations autour de Jack Lang et de l'affaire Epstein. Vous revenez beaucoup sur l'attitude de Jack Lang tout au long de ces années, et même au-delà de l'affaire Epstein. Il est incontournable dans les nominations pour faire nommer et pour être nommé. Déjà, il a dû participer à des nominations en tant que ministre de la Culture sous François Mitterrand, même si en fait, je parle beaucoup des nominations présidentielles qui relèvent du président de la République, y compris dans le domaine de la culture, mais il a été évidemment très actif. Et puis, il a été actif aussi pour se faire nommer, puisque pour la présidence de l'Institut du monde arabe, il a été nommé en 2013 par François Hollande, et c'est lui qui avait même repéré ce poste, qui avait demandé ce poste à François Hollande. François Hollande n'avait pas dans l'idée initialement de le nommer lui et de le nommer là. Pour Jack Lang, c'était aussi une façon de renouer avec les années 80, les années Lang-Mitterrand, puisqu'il avait choisi l'architecte, a choisi le site, il avait voulu ce poste-là, il avait même tordu le bras, du coup, en quelque sorte, à François Hollande pour avoir ce poste-là. Et il y a 3 ans, Jack Lang avait réussi à retordre le bras, cette fois, d'Emmanuel Macron pour être renommé à un 4e mandat à l'Institut du monde arabe, puisqu'initialement, Emmanuel Macron avait songé à Jean-Yves Le Drian pour ce poste. Et Jack Lang avait fait efficacement campagne, puisqu'on fait campagne aussi pour être nommé par le président de la République. Mais comment Jack Lang y est à chaque fois arrivé ? Il y est arrivé parce que c'est un acharné entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne lâche pas et il fait campagne, il fait efficacement campagne pour lui, y compris sous les nominations aussi quand il était ministre de la Culture pour faire nommer des gens. Il m'a lui-même raconté que face à François Mitterrand, quand il y avait des nominations voulues par l'Élysée, voulues par François Mitterrand dans le domaine de la culture auquel il n'était pas d'accord, il écrivait des tas de courriers à François Mitterrand. Il ne lâchait pas, il m'a même prononcé le mot, je harcelais le président par des courriers pour ne pas lâcher. On apprend même que Michel Rocard a rêvé d'obtenir son scalp en arrivant à Matignon en juin 1988 et en lui proposant une ambassade. Une ambassade, exactement. Et Jack Lang a refusé et a tout de suite alerté l'Élysée. Et c'est Jack Lang qui a gagné et pas le Premier ministre, Michel Rocard. La culture, expliquez-vous, est un lieu classique de confrontation homérique pour les nominations par les présidents. C'est un secteur auquel les présidents s'intéressent énormément. C'est même, dit Jean-Pierre Jouyet dans le livre, le secteur auquel les présidents de la République s'intéressent le plus, étrangement, alors que ce n'est pas un secteur régalien, mais c'est un secteur de prestige, avec beaucoup de gens qui veulent être nommés, très visible en fait, très médiatique. Donc il y a aussi ça qui attire. Et Emmanuel Macron n'y échappe pas, participe beaucoup aux nominations dans la culture. Il reçoit lui-même les candidats. C'est lui qui a choisi le patron de l'Opéra de Paris, Alexander Neff, alors que son ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, proposait un autre nom. Emmanuel Macron choisit Alexander Neff et fait savoir que c'est son choix et pas celui du ministre de la Culture, ce qui fait que son ministre de la Culture, à l'époque, s'en retrouve désavoué. Pour la présidence du Louvre, c'est lui qui reçoit les candidats en tête-à-tête dans son bureau et c'est lui qui choisit Laurence Descartes, c'est une nomination Macron. C'est une nomination par Emmanuel Macron, voulue par Emmanuel Macron, choisie par Emmanuel Macron. C'est lui qui a dirigé le casting dans son bureau. Donc il est vraiment très présent.
Jusqu'à des postes, en fait, même qui paraissent moins importants. C'est Rima Abdul-Malak, l'ancienne ministre de la Culture, qui m'a raconté qu'elle avait été elle-même étonnée du nombre de postes dans la culture qui relèvent du président de la République, y compris des présidences non exécutives bénévoles. Et Emmanuel Macron a bloqué un jour, c'était pas sous Rima Abdul-Malak, mais une autre ministre de la Culture, a bloqué une nomination d'une présidence de conseil d'administration de l'école du Louvre. C'est vous dire à quel point il s'implique dans les nominations et veut choisir lui-même et peut retoquer des noms proposés par le ministère. De quoi la nomination d'Amélie de Montchalin est-elle le nom ? Alors, la nomination d'Amélie de Montchalin, elle raconte beaucoup de choses. On a beaucoup évoqué le risque d'être juge et partie, puisque c'est la première fois sous la Ve qu'une ministre des Comptes publics, en charge des comptes publics, est nommée à ce poste-là. On a parlé de... Mais ce n'est pas la première fois qu'une ministre, qu'un membre du gouvernement, est nommé à la tête de la Cour des comptes. On se souvient de Pierre Jox, voilà. On y reviendra après, mais de Pierre Jox à la fin en 93, à quelques jours des législatives. Juste avant la déculottée historique du Parti Socialiste. Exactement. Législatives et dans une période où, du coup, ça recasait beaucoup. Et c'est ça aussi que ça raconte, en fait. Amélie de Montchalin, c'est la question qui se pose aussi, c'est on est en fin de règne. Tous les précédents présidents de la République en fin de règne ont recasé. Est-ce que cette fois-ci, Emmanuel Macron va faire la même chose C'est assez inédit, néanmoins, et encore plus, en tous les cas, aux yeux de Pierre Moscovici, son prédécesseur, qui disait qu'il ne voulait pas de conseiller trop jeune. Là, Marie-Amélie de Montchalin... non, ça c'est Amélie de Montchalin, mais à 40 ans. Elle a 40 ans. Pour être conseiller maître à la Cour des comptes, il faut 45 ans. Donc et c'est pour ça aussi souvent, et puis surtout c'est un poste inamovible jusqu'à l'âge de la retraite, jusqu'aux 68 ans. Mais il est si inamovible que ça ? Alors, dans les faits... Quand on regarde quand même, on voit bien qu'il y a un certain nombre de garde-fous par rapport aux nominations, mais si on a envie de s'asseoir dessus, on peut y arriver quand même. On peut aussi tenter de nommer quelqu'un, proposer un autre poste pour que la personne puisse partir. Et puis après, il y a toujours... Vous expliquez notamment qu'au Conseil d'État, en strict droit, ce que fait De Gaulle en 1944, c'est-à-dire de démettre le vice-président du Conseil d'État, finalement, ça ne peut être fait que parce qu'on était en 1944 et après la guerre. C'est-à-dire qu'en fait... Normalement, il n'avait pas le droit. Et puis, pour être conseiller d'État, en plus, il y a une spécificité en plus par rapport à la Cour des comptes, c'est qu'il faut être conseiller d'État. Pour être nommé à la tête de la Cour des comptes, on peut ne pas être issu de la Cour des comptes. Et ce qui s'était passé effectivement en 1944, c'est qu'on a nommé le même jour conseiller d'État et patron du Conseil d'État et vice-président du Conseil d'État. Dans les faits, les postes, c'est un poste inamovible. En fait, dans les faits, c'est très difficile de démettre, entre guillemets. Il y a d'autres postes comme celui-là. Et par exemple, directeur de la Caisse des dépôts, c'est très difficile de démettre un directeur de la Caisse des dépôts au cours de son mandat de 5 ans. C'est pour ça qu'il y avait une polémique aussi en 2012 lors de la campagne présidentielle, puisque Nicolas Sarkozy souhaitait nommer son secrétaire général, Xavier Muscat, à la tête de la Caisse des dépôts. Il y avait eu polémique lors de cette campagne. Nicolas Sarkozy, en accord avec Xavier Muscat, avait choisi de geler cette nomination et de geler toutes les nominations importantes aux postes importants le temps de la campagne. Je reviens d'un mot sur la culture. Il y a une anecdote très intéressante que vous racontez sur Jacques Chirac et qui, de mon point de vue, raconte beaucoup du rapport de la droite à la culture. Effectivement, Chirac se bat pour une nomination contre la volonté de son ministre de la Culture, qui est Renaud Deneudieu de Vabre à l'époque. Alors il y a même un deal, c'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il peut y avoir même le président de la République a la main sur toutes les nominations, il doit y avoir sur certaines nominations, sur beaucoup de nominations, celles qui passent en Conseil des ministres, la contre-signature, même si en fait les ministres, c'est très difficile de s'opposer au choix du président de la République. Mais il y est arrivé qu'il y ait du deal, notamment sur la culture, notamment entre Renaud Deneudieu de Vabre et le président Jacques Chirac. En gros, Jacques Chirac tenait à avoir la main sur l'Opéra de Paris et en échange, Renaud Deneudieu de Vabre a pu avoir la main sur les nominations à la Comédie Française et à la Villette. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est les contenus de ces nominations. À la Comédie Française, Chirac accepte une nomination voulue par Deneudieu de Vabre, de quelqu'un qui fait des représentations qui sont absolument tout sauf classiques,
Et on sent bien que la droite, elle tient aux nominations par pouvoir, mais sur le contenu, elle est quand même, elle peut rester très progressiste, on va dire. Ah oui, ça peut, oui, bien sûr. Et ça raconte bien un petit peu, en fait, quand vous racontez l'histoire sur Chirac qui dit au patron de la Comédie Française, vous pouvez faire tout sauf m'obliger à aller à vos spectacles. On se rappelle un peu de la phrase du rapport de Gaulle à la culture qui dit « laissons ça à la gauche, ça leur fera un os à ronger ». Et là, c'est un peu pareil, on reste dans cet esprit. Oui, sachant qu'en plus, il y a des postes un peu... L'Opéra de Paris, par exemple, ça se veut vraiment chasse gardée du président, parce qu'il y a un prestige, même si dans les faits, les présidents de la République ne vont pas tant que ça à l'Opéra de Paris. Et c'est une prérogative prévue par la Constitution et renforcée par De Gaulle, racontez-vous. Exactement, c'est l'article 13 de la Constitution pour beaucoup des nominations. Et dès le début, dès 1958, De Gaulle fait passer une ordonnance, le 28 novembre 1958, qui précise en fait que c'est bien le président de la République plus que le gouvernement, plus que le Premier ministre, qui a la main sur beaucoup de nominations. Et cette ordonnance fait une liste assez précise. C'est la question, Macron a-t-il abusé de son pouvoir ? Est-il celui qui a le plus nommé ? Alors, c'est pas forcément celui qui... Alors, non, c'est celui qui s'y implique le plus, pour être le plus précis. Et c'est totalement assumé. C'est-à-dire que... Et constitutionnel. Et c'est prévu par la Constitution, c'est pas en désaccord avec la Constitution. Lui-même part du principe que, puisque la Constitution lui donne ce droit, il doit s'y impliquer pour choisir les meilleures personnes. Mais donc, il va s'y impliquer jusqu'à faire lui-même les castings, ce qui ne se faisait pas forcément chez les précédents présidents de la République. Les précédents présidents de la République ne recevaient pas les candidats aux principaux postes, à beaucoup de postes dans leur bureau. Lui, il reçoit les candidats, il fait des yeux dans les yeux. Tous les candidats qui sont reçus par Emmanuel Macron ressortent du bureau du président absolument convaincus qu'ils vont être nommés, ce qui provoque des désillusions. Mais il s'y implique, c'est le président qui s'y implique le plus. Alors, vous dites, Mitterrand a fait plus, on a presque envie de dire éhontément plus. Alors, François Mitterrand, il a élargi encore la liste des nominations qui relèvent du président plutôt que le Premier ministre. À une date qui n'est pas un hasard, c'était à l'été 1985, il a fait passer un décret qui précise, qui augmente le nombre de postes qui relèvent du président de la République plutôt que du Premier ministre, et donc quelques mois avant des législatives qu'il savait déjà perdues, et alors qu'il se préparait à une cohabitation dure avec la droite. Dans cet ordre, dans cet état d'esprit-là, dans cet ordre d'idées-là, c'est un point très intéressant, on a l'impression qu'on assiste à une accélération de processus à l'été 2024, à l'heure où on pense que le RN va décrocher Matignon. Alors, il y a beaucoup de nominations à l'été 2024. Sachant que aussi à l'Élysée, on s'est forcément posé la question de quoi faire en termes des nominations si le RN arrivait au pouvoir, avec la question de... c'est aussi difficile pour un nouveau gouvernement de dénommer. L'arme aussi du président, ça reste de refuser des dénominations, entre guillemets. C'est déjà arrivé par le passé lors de cohabitation. Il s'est passé aussi quelque chose juste avant l'été 2024, mais cette fois-ci juste après les législatives. Quelque chose d'assez inédit, c'est qu'il a dû y avoir un énorme mouvement de préfets, comme souvent l'été, qui a été prévu en Conseil des ministres, avec beaucoup de préfets qui étaient nommés avant les affaires courantes. Et le matin même du Conseil des ministres, Gérald Darmanin s'est opposé a refusé de mettre sa contre-signature parce qu'il n'était pas d'accord avec un ou deux postes. Le matin même du Conseil des ministres, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu le mouvement qui était prévu, c'était notamment beaucoup de préfets, puisqu'ils n'étaient pas d'accord avec un ou deux postes. Ça ne se fait jamais. Alors notamment pour son directeur de cabinet, qui est venu d'ailleurs ici, Alexandre Brugère, qui est devenu ensuite préfet des Hauts-de-Seine, et qui est venu d'ailleurs ici à votre place en cette qualité. Le patron de la police. Finalement, les choses sont plutôt rentrées dans l'ordre après, pour ce qui était de Louis Laugier, qui a été nommé en lieu et place d'Alexandre Brugère par Bruno Retailleau. Les administrations... Non, mais c'est très intéressant ce point-là que vous soulevez, parce que justement, ça a été peu soulevé jusqu'à présent, mais vous citez que dans les administrations, par exemple, des gens comme Moscovici ou Juppé, quand il est nommé Alain Juppé, quand il est nommé au Conseil constitutionnel, finalement, ils ne le disent pas comme ça, mais ils veulent faire de la résistance en cas de gouvernement RN. Alors, ils le disent
le disent pas aussi clairement. Ce qui est dit, c'est quand on sait lire, on comprend ça. Non, ce qui est dit plus clairement, c'est notamment Pierre Moscovici a déjà dit, par exemple, que lui il aurait pu en fait prolonger son mandat jusqu'en 2028, jusqu'à après la présidentielle de 2027, et qu'il aurait pu faire en sorte à ce que son successeur soit nommé par le successeur d'Emmanuel Macron. Lui souhaitait que son successeur soit choisi par Emmanuel Macron plutôt qu'un éventuel président ou présidente RN. Mais ce qui prouve quand même, ce qui indique en tous les cas, et on le voit bien avec l'histoire de Mitterrand en 85, on le voit bien également à l'été 2024, que il y a en tout cas une volonté d'utiliser l'administration parfois comme éventuellement un contre-pouvoir contre certains gouvernements. Alors, sachant qu'il y a deux types de postes, c'est-à-dire qu'en fait il y a des postes inamovibles pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de dénommer. Là on va voir ce qui va se passer, il y a des nominations prévues, donc Conseil d'État, Banque de France, et puis il y a des postes, cela dit, notamment de directeur de direction d'administration centrale, où c'est très facile, ou de préfet, évidemment, etc., où c'est très facile de dénommer la personne. Pourquoi la franc-maçonnerie s'est-elle opposée à la nomination d'Alexandre Bompard à la tête de France Télévisions ? Alors c'est ce que raconte, c'est ce qu'affirme Alain Minc dans le livre. Celui défendait Alexandre Bompard. En fait, ce qui m'a surpris d'ailleurs en écrivant le livre et en rencontrant un certain nombre d'interlocuteurs, c'est que je ne savais pas que je me posais la question, mais je ne savais pas vraiment à quel point quand même il y avait toujours de la présence parfois une influence dans la franc-maçonnerie dans certains endroits, dans certaines entreprises, et dans certains domaines, par exemple la police. Depuis Louis XIV, vous dites ? Oui, ça existe. Fouché était franc-maçon, mais après. Mais du coup ça a continué. Mais je ne savais pas que c'était toujours assez présent. Et des patrons de la police le disent assez clairement dans le livre. Et il y a des entreprises comme notamment EDF, la Caisse des dépôts, où la franc-maçonnerie a pu avoir une influence parfois. Vous racontez le coup de fil d'un grand maître d'un responsable d'un dignitaire du Grand Orient au Premier ministre au moment de la nomination, pour maintenir en poste François Roussely notamment. Oui, exactement. Qui était une énorme bataille pour la tête d'EDF, puisque Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin n'étaient pas d'accord sur cette nomination. C'est un pouvoir fort pour les présidents. Est-ce que c'est pas aussi un peu la République fromagère ? C'est pas On le lit quand même, quand on vous lit, on voit que ce n'est pas toujours la compétence qui prime. Et malgré des bilans peu glorieux, on peut se retrouver encore nommé. Parfois, on peut nommer aussi sur des critères. À partir du moment où, sur certains postes, on peut nommer un peu qui on veut, parfois, il peut y avoir des critères de proximité plutôt que... Parce qu'il y a des jolis fromages, quand même, encore. On cite souvent aussi... il y a eu des nominations contestées, que ce soit y compris dans des grandes institutions, comme ça a pu arriver par le Conseil d'État, il y a eu des polémiques, ça a pu arriver au Conseil économique et social pendant longtemps, même si aujourd'hui, les nominations ont été très réformées. Il y a eu la fameuse polémique autour de Georgette Lemaire aussi, qui avait été nommée chanteuse, qui était en détresse. Vos pages sur le Conseil économique et social sont absolument savoureuses. Qui avait été nommée par François Mitterrand. On les recommande. C'est une enquête absolument passionnante, un travail remarquable. Vous ne vous ennuierez pas en lisant Sa Majesté nomme. C'est aux éditions Robert Laffont. On se l'arrache et c'est mérité. Dans l'actualité, bien sûr, l'onde de choc après l'agression et la mort du jeune Quentin à Lyon, en marge d'un meeting de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. On y revient avec Thibaut de Montbrial dans un instant. Le parquet de Lyon doit donner ce lundi des détails supplémentaires suite aux premiers éléments apportés ce dimanche soir par le ministre de l'Intérieur. Les policiers travaillent ardemment sous l'autorité du parquet. Je veux saluer d'ailleurs leur travail. Et ils sont en cours d'identification des personnes. Évidemment, ils les identifieront. J'ai aucun doute là-dessus. On a des vidéos. On travaille évidemment aussi sur la téléphonie. Voilà, ils les identifieront. J'ai aucun doute là-dessus. Et on verra si on confirme ou on infirme la thèse selon laquelle c'est l'ultra-gauche. Mais manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre. Manifestement. D'abord, est-ce que vous savez si ce soir, ce sont plusieurs personnes qui sont impliquées dans cette opération et dans ces actes de violence qui ont impliqué la mort du jeune homme? Il y a plusieurs personnes. Le procureur a bien dit que les investigations visaient à identifier les auteurs des violences criminelles
ou correctionnels, c'est-à-dire ceux qui ont donné des coups pour le correctionnel, et criminels pour ceux qui ont porté les coups mortels. Il y a évidemment plusieurs personnes, on le voit à l'image, et ce sont 2 groupes antagonistes qui se sont affrontés, ultra-droite, ultra-gauche, mais à la fin, ça se termine de manière dramatique, où vous avez un jeune homme qui est pris à partie et qui est lynché littéralement à terre. Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Que sait-on à ce jour de ce qui s'est passé et comment qualifiez-vous cet acte ? Ce qui s'est passé vendredi soir, la vidéo qui tourne depuis 2 jours... Jeudi soir, la vidéo qui tourne depuis 2 jours permet de le qualifier. C'est un lynchage, c'est-à-dire c'est pas une bagarre, c'est pas une rixe. Une rixe, ça implique qu'il y ait 2 groupes de gens qui se battent. Là, on a manifestement un lynchage, c'est-à-dire un individu, 2 individus en l'occurrence, qui sont au sol et qui reçoivent des coups multiples jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus. Donc, j'ai vu que le parquet, pour l'instant, avait ouvert son enquête de flagrance sous la qualification de coups mortels. Les coups mortels, c'est les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est ça, les coups mortels. Donc, le sans intention de la donner, de ce que je vois sur la vidéo, il est très contestable. Donc on pourrait aussi parler de meurtre en bande organisée. Le meurtre, c'est l'intention de donner la mort. Et très franchement, quand on a un peu l'habitude des violences volontaires et de ce qu'on voit dans les dossiers de lynchage, on a affaire à des individus qui ne peuvent pas ignorer qu'ils sont en train de tuer quelqu'un. Comment analysez-vous ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est peut-être un point de rupture. Et je pèse mes mots. Parce que, on le sait, la violence explose dans la société française depuis quelques années. Et ce qu'on sait également, c'est que l'ultra-gauche, autour de la France insoumise, avec l'implication directe d'un certain nombre d'élus de la France insoumise dans leur prise de parole, à l'Assemblée, lors de réunions publiques, dans les médias, sont dans une logique qui est une logique de bout de feu, c'est-à-dire d'hystériser le débat public avec sinon des appels directs à la violence, du moins des propos qui sont extrêmement ambigus sur la violence. Cette affaire commence par, et ça n'est pas un hasard, par la conférence de Rima Hassan qui est invitée à Sciences Po Lyon. Rima Hassan, depuis 2023, c'est une égérie islamiste qui s'exprime de façon totalement désinhibée et qui est utilisée par la France insoumise, en particulier par Mélenchon, qui l'avait à sa droite enquéfié le soir des résultats des élections européennes, il ne faut pas oublier. Donc il y a des symboles, il y a les mots et puis il y a aussi les symboles visuels, pour ramener à la France insoumise un certain nombre de gens qui sont d'origine arabo-musulmane. Et dans cette logique, il y avait la présence des militantes de Némésis, d'un groupe féministe de droite qui était présent près de Sciences Po. Et donc, la Jeune Garde, semble-t-il, en tout cas des militants proches de la Jeune Garde, sont tombés sur ces jeunes femmes et ensuite ont agressé et tué Quentin dans les conditions qu'on connaît. Donc on est dans une logique qui est une logique que subissent tous les gens de droite ou de droite dure dans le débat public quand ils se déplacent. Par exemple, on a vu, il y a beaucoup de choses qui sont remontées ce week-end, il y a des tweets de la Jeune Garde qui ciblent un déplacement d'Éric Zemmour en donnant le détail des véhicules dans lesquels son cortège va arriver. Donc on est dans des logiques qui sont des logiques de violence politique, et je trouve que ce cycle déclenché par des proches de la France insoumise est extrêmement dangereux et pourrait aboutir, si jamais on rentrait dans un cycle de représailles, etc., à une forme de perte de contrôle. Est-ce que vous ciblez un risque de représailles ou bien est-ce que vous n'avez pas été surpris par, en tous les cas, une forme de calme, apparent du moins, parmi les groupes concernés? Je parle des groupes d'ultra-droite concernés tout au long du week-end. Vous savez, déjà, alors la réponse à votre question, c'est oui. Ce que je voudrais... Même si, pour l'instant, j'ai pas vérifié, mais la gauche radicale, et en particulier Jean-Luc Mélenchon, accusent ces groupes de droite radicale d'attaquer
des locaux et de... C'est exactement ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de représailles de l'ultra-droite. Mais il y a une grande différence entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche dans la France de 2026. C'est que contrairement à l'ultra-gauche, les groupuscules d'ultra-droite ne bénéficient du soutien direct ou indirect et ne sont affiliés d'aucune façon à des partis politiques. Et vous n'avez aucun, que ce soit aucune figure de droite qui soutienne ou qui ait soutenu un acte de violence de l'ultra-droite depuis très longtemps. Et contrairement à l'ultra-gauche, c'est ça qui est très inquiétant. Le discours victimaire de Jean-Luc Mélenchon auquel vous faites référence, le discours hier soir en disant c'est nous qui sommes agressés, mais se rend-on compte de la gravité du propos ? Un jeune est mort sous les pieds et les poings, sous les coups de gens qui sont proches de la jeune garde, mouvement dont Jean-Luc Mélenchon disait à Auxerre l'année dernière, ils sont avec nous. Et il vient dire que c'est eux qui sont agressés. Mais est-ce qu'on se rend compte de la gravité du propos ? Alors que il y a une violence de l'ultra-droite, mais d'abord elle est bien moindre que celle de l'ultra-gauche, et ensuite elle n'est liée en rien à des politiques. Et ça fait une différence fondamentale. Néanmoins, Thibault de Montbrial, cet acte a été condamné par les personnalités mises en cause dans ce drame. Ça a été condamné par Rima Hassan, ça a été condamné par Jean-Luc Mélenchon, ça a été condamné par Raphaël Arnaud, dont l'assistant parlementaire vient d'être suspendu d'accès à l'Assemblée nationale par Yael Braun-Pivet. Tous ces gens-là savent comment le système fonctionne, ils connaissent l'énormité, le nombre et l'ampleur des traces qui les lient à la jeune garde, et ils savent ce qu'ils ont dit depuis 2 ou 3 ans dans le débat public. Donc ils savent que le risque qu'ils soient entendus dans une enquête de police suite au décès de Quentin est élevé. Raphaël Arnaud, il a déjà été... C'est un contre-feu, selon vous ? C'est certain que c'est un contre-feu. Bien sûr que c'est un contre-feu. Raphaël Arnaud, il a déjà été condamné pour des violences volontaires. Jean-Luc Mélenchon aussi, d'ailleurs, au passage. C'est un truc que tout le monde oublie. Mais La République, c'est moi. La République, c'est moi. Donc, violence volontaire sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Raphaël Arnaud, 2022, 4 mois de prison avec sursis pour violence volontaire. Donc, on a affaire à des gens qui sont déjà des délinquants condamnés pour des violences et dont tout le discours est un discours qui est au moins de façon ambiguë, disons, ne condamne pas les violences. Et là, tout à coup, un groupuscule qui est en lien direct revendiqué avec la France insoumise est à l'origine de la mort d'un jeune homme. Bien sûr que c'est un contre-feu. Et comme avocat... on attend d'avoir les précisions du procureur, justement, sur ça. Oui, mais on attend d'avoir les précisions du procureur, mais le simple fait que les gens de la jeune garde aient été présents ce soir-là, qu'on ait déjà des éléments d'identification extrêmement nombreux qui circulent non seulement sur les réseaux sociaux, mais que Yael Braun-Pivet, qui est présidente de l'Assemblée nationale et qui ne fait pas les choses à la légère, est déjà interdite d'accès ce matin dans les locaux de l'Assemblée nationale, l'attaché parlementaire de Raphaël Arnaud. Tout ça, ce sont des éléments suffisants pour que les gens dont on vient de parler, Rima Hassan, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Arnaud, aient pris des précautions. Des précautions, d'ailleurs, le message sur les réseaux sociaux de Raphaël Arnaud, si vous me permettez, avec mes plus de 30 ans de barreau, il sent l'avocat. C'est-à-dire que Raphaël Arnaud a dû être aidé dans sa rédaction par des gens, on va dire, qui ont des notions de droit pénal. Donc, tout ça ne respire pas la sérénité, mais encore... Jean-Luc Mélenchon, hier soir, est dans une logique, en disant que c'est la France insoumise qui est agressée, qui est une logique offensive. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces propos, ces condamnations sont non seulement des contre-feux rhétoriques de votre point de vue, mais également pourraient être des contre-feux juridiques. Ah oui, je pense. Je pense que c'est les deux. C'est la question du week-end sur le site du Figaro. Les groupes antifa doivent-ils être considérés comme des organisations terroristes ? Alors, ce ne sont pas des organisations terroristes parce que leurs actions ne concourent pas au sens de la définition légale du terrorisme à contraindre la société par l'intimidation et la terreur, mais
ce sont à l'évidence, en tout cas la Jeune Garde, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été dissoute par Bruno Retailleau l'année dernière, il y a un recours actuel devant le Conseil d'État, c'est un groupe armé. C'est un groupe armé au sens de la loi. Et quand sa dissolution aura été confirmée, des actes comme ceux de ce week-end seront des reconstitutions de ligues dissoutes, etc. Donc il y a tout un tas d'arsenal. Le code pénal constitue un arsenal qui permet d'agir contre ces groupes. Quel est l'état de ce que d'aucuns considèrent, je cite, comme une menace de l'extrême gauche aujourd'hui ? Écoutez, moi je l'ai écrit dans mon dernier livre, il y a le choc ou la chute au mois d'octobre dernier. L'ultra-gauche aujourd'hui est dans une logique d'action. Ultra ou extrême gauche ? Ultra, extrême, on peut mettre les deux. Pour moi, c'est synonyme. Un signe d'égalité. Un signe d'égalité. Sous la houlette de la France insoumise, j'insiste, mais sous la houlette de la France insoumise, et c'est ça la grande différence avec les groupuscules d'ultra-droite, qui eux ne sont sous la houlette d'aucun parti politique, eh bien, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, est dans une logique qui a déjà abouti à des actes, à des actions sur le territoire français. Je pense notamment à des actions contre des générateurs, contre des infrastructures de télécommunications, d'énergie, etc., qui sont des actes qui peuvent être des actes de déstabilisation, mais bien au-delà. Je pense que, notamment par l'instrumentalisation du conflit palestinien, par des figures comme Rima Hassan, par des propos qui sont tenus par un certain nombre d'élus, je pense également à M. Delogu, dont la proximité avec l'Algérie pose question, etc., eh bien, l'extrême gauche est dans une logique où elle oscille entre la tentation de l'arrivée au pouvoir par les urnes, ça c'est le système démocratique normal, mais également la tentation du chaos pour, le cas échéant, prendre le pouvoir par une déstabilisation et par la rue. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, et ce que je vais vous dire va peut-être vous étonner, mais que je pense que des actes comme le meurtre de Quentin sont des actes qui, par l'augmentation énorme de la tension qu'on voit dans le pays depuis 3 ou 4 jours, risque d'aboutir à un assassinat politique, c'est-à-dire à l'assassinat d'une personnalité politique dans le cadre du cercle du cercle de vengeance. Du cercle de vengeance. Un meurtre présumé, pour l'instant. Non, mais bien sûr, mais moi c'est ma crainte, vous m'interrogez. C'est ma crainte. Et je pense que nous sommes vraiment dans un moment de notre histoire où il faut appeler au calme, appeler à la raison, être extrêmement sévère avec tous les gens qui ne respectent pas le jeu démocratique. Mais pour moi, aujourd'hui, les enjeux sont à ce niveau. Est-ce que l'ultra-gauche bénéficie, de votre point de vue, d'une complaisance et d'une mansuétude ? Oui, bien sûr. Il suffit de lire la presse ce matin. C'est très intéressant. C'est-à-dire la presse ce matin, certains médias audiovisuels du service public, pas tous, mais ont une tendance au relativisme. C'est-à-dire qu'on parle, d'abord on a parlé de rixes, alors qu'on a vu au début de notre échange que c'était pas le cas, c'est pas un risque, c'est un lynchage. Ensuite, on renvoie dos à dos des groupuscules extrêmes, alors que les uns ne sont affiliés à aucun parti politique, les autres le sont. Et puis, il y a ce que je dénonce depuis longtemps, une espèce de romantisme de l'antifa, de l'antifascisme, qui aboutit à cette chose extraordinaire qu'aujourd'hui, les seuls fascistes qu'il y a en France, ce sont les antifascistes. Si on prend la définition du fascisme et son comportement dans les années 30, les seuls qui se comportent comme des fascistes, c'est l'extrême gauche. C'est la phrase de Pasolini. Exactement. Nous avons besoin de militants antifascistes. C'est ce qu'a déclaré Sandrine Rousseau ce matin sur France Info. Si on en croit le journaliste Rodolphe Carr, la stratégie de l'ultra-gauche est en 2 temps. Rallier au premier tour autour de la cause palestinienne et rallier au second tour autour de l'antifascisme. Est-ce que la surexploitation de cette deuxième thématique n'explique pas aussi la complaisance dont bénéficie l'ultra-gauche au sein d'une partie de l'intelligentsia, de certains médias, et certains disent de la bourgeoisie? Mais oui, mais parce que les mots ont un sens, même quand ils sont dénaturés. C'est-à-dire que antifasciste, c'est formidable. Qui ne serait pas antifasciste? Vous et moi, nous sommes antifascistes. Nous sommes contre le fascisme. La question, c'est de définir qu'est-ce que c'est que le fascisme. Donc, au nom de l'antifascisme autoproclamé, on trouve des groupuscules et un courant politique, qui est l'extrême gauche, qui se comportent comme des fascistes. C'est-à-dire que ce que fait la Jeune Garde depuis toujours, c'est pour ça qu'elle a été dissoute, ce sont les méthodes des milices fascistes des années 30 en Italie. Mais littéralement.
à la fois dans la désignation des adversaires, dans l'ostracisme, dans la présence physique, dans l'intimidation. On n'en a pas parlé, mais il y a des agressions de militants de droite à l'université toutes les semaines. Alors justement, c'est une question, est-ce aussi un problème lié à l'université ? Mais notamment, pas seulement, mais notamment. Dans tous les... Si vous voulez, là, dans le militantisme politique, l'antifascisme, entre guillemets, se déploie physiquement par l'intimidation et la violence sur le terrain contre la présence d'un certain nombre de politiques de droite, contre les syndicats de droite à l'université, en particulier l'UNI, et contre les conférences de gens qui portent des idées de droite. Parce que là aussi, il faut dire que le fascisme pour les antifascistes, il commence à leur droite, immédiate. C'est-à-dire que le Parti socialiste est composé de fascistes aux yeux des antifascistes. Ce qui pose un autre problème. C'est pas simplement un rappel des origines idéologiques de Benito Mussolini. C'est pas simplement ce rappel, mais ça pose un autre problème. C'est que tous les hommes politiques qui, lors des législatives de 2024, ont appelé à voter pour la France insoumise plutôt que pour le Rassemblement national au deuxième tour des élections législatives, ils portent indirectement, mais intellectuellement, une vraie responsabilité. C'est-à-dire que le meurtre de Quentin, ce qui est dit publiquement sur les liens entre la Jeune Garde, la France insoumise, les déclarations des uns et des autres, il faut les garder et il faudra les avoir à l'esprit au moment des choix qui seront faits entre les deux tours des élections. Et vous pensez qu'ils le seront ? Entre les deux tours des élections municipales, mais aussi entre les deux tours des élections nationales de l'année prochaine. Et vous pensez qu'ils le seront ? Eh bien, on verra. Mais comptez sur moi pour le rappeler. France, le choc ou la chute, c'est votre livre à lire, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial d'être venu justement commenter et analyser ce drame. Et on attend effectivement dans les prochaines heures, en tous les cas à l'heure où on se parle, les précisions du procureur de la République de Lyon. Dans l'actualité également de ce week-end, la conférence de Munich, ambiance moins glaciale que l'an dernier. On y revient dans un instant avec l'ancien chef de la diplomatie française Hubert Védrine. Emmanuel Macron a défendu l'Europe dans la langue de Shakespeare et le représentant de Washington avait semblé mettre, lui, de l'eau dans sa bière. Europe is a radically original political construction of free sovereign states who conjured together centuries of rivalry and war to institutionalize peace through economic interdependence. And don't believe once again this is an old-fashioned construction. This is what we need. This is what we have to advocate. And I see so many friends from the Western Balkans and Moldova here. They want to join the European Union. Why? Because they know the value of this approach. And we are too shy not to say we are in a certain way starting not to believe in ourselves, which is a huge mistake. Everyone should take their cue from us, instead of criticizing us or trying to divide us. We do not seek to separate, but to revitalize an old friendship and renew the greatest civilization in human history. What we want is a reinvigorated alliance that recognizes that what has ailed our societies is not just a set of bad policies, but a malaise of hopelessness and complacency. An alliance the alliance that we want is one that is not paralyzed into inaction by fear. Fear of climate change, fear of war, fear of technology. Instead, we want an alliance that boldly races into the future. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Quand je vois cette standing ovation, puisque tout le monde parle en anglais maintenant, à Munich, après le discours de... Le Premier ministre canadien a parlé en français à Davos. À Davos. On devrait faire la même chose. Et on va y revenir. Friedrich Merz, lui, a parlé en allemand. Et on va voir justement ce que ça veut dire et le contenu de ce qu'il a dit. Mais là, on a effectivement une standing ovation des participants au discours de Marco Rubio. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement, les Européens sont, comme le dit François Hesbourg dans un de ses commentaires, comme voulant être plus américains que les Américains. C'est pas comme ça qu'il le dit, mais en tous les cas, c'est le sens. Ce sont les Européens qui ont supplié les Américains après la guerre, il faut le redire sans arrêt, de les protéger. Il y a eu l'Alliance Atlantique, arbitrage de Truman. Les Européens n'ont pas changé d'avis, n'ont pas changé d'attitude. Alors, ils reconnaissent que
le président Macron a eu raison dans ses mises en garde depuis des années, mais fondamentalement, ils n'ont pas changé. Ils veulent garder l'alliance. Donc, quand il y a eu l'intervention de Vance il y a 1 an, qui a parlé comme Solzhenitsyn à la fin, l'Europe est fichue parce qu'elle a abandonné les valeurs chrétiennes. Donc l'établissement de la sécurité dit, mais de quoi il nous parle, bon. Donc c'est typiquement le milieu le plus épouvanté par les positions de Trump. C'est comme si le pape disait les évangiles ne comptent plus. Après, vous allez interroger les cardinaux, vous avez la même chose. C'est l'équivalent des cardinaux en matière stratégique. Donc ces gens-là, c'est normal qu'ils soient un peu soulagés, trop, par le discours de Rubio, qui ne dit pas le contraire, en fait, de Vance. C'est ce que j'allais vous demander. Au niveau du contenu, pas le contraire. Justement, le regard d'un diplomate. C'est pas un abandon de l'Europe. Dans les documents sur la sécurité, ils disent jamais qu'il faut abandonner l'Europe et qu'il faut abandonner l'Europe à une influence russe. Ils ne disent pas ça. Mais même on veut sauver l'Europe d'elle-même. La doctrine officielle américaine, c'est bien celle-là, celle qui a été définie au mois de décembre. Oui. Alors oui, sauver l'Europe d'elle-même. Mais Vance l'avait dit. Hein. Oui, c'est ça. L'Europe va disparaître, la civilisation, si elle n'arrive pas à juguler l'immigration de masse incontrôlée, notamment avec la dérive islamiste. D'autre part, le wokisme, ils veulent mener en Europe le même combat qu'aux États-Unis. Ils n'ont pas changé là-dessus. Mais ils ne veulent pas abandonner. D'ailleurs, ils ne veulent pas abandonner l'Alliance. Parce que n'oubliez pas que 70% des achats d'armement qui vont augmenter en Europe se font aux États-Unis. Ils ne veulent pas lâcher ça. Donc bon, alors si le soulagement des milieux stratégiques, genre Munich, est trop grand, du coup ils vont trouver que Macron va trop loin. Et c'est paradoxal. Donc il faut dire, bon, on va essayer de garder l'alliance, on n'est pas sûr, mais en tout cas c'est plus prudent, plus sérieux de renforcer les capacités de défense européenne, influer piliers, etc. Donc il faut garder le fil. Qui représente mieux l'Occident, Hubert Védrine ? Les USA de Trump et la Hongrie de Orban, ou l'Europe justement de Macron et de von der Leyen ? On fait tout un plat sur Orban, c'est secondaire, ça c'est aux électeurs hongrois de décider. Hein. Alors, à votre question, c'est l'aboutissement de mes entretiens avec Godelier, grand anthropologue, qui est venu me voir il y a quelques années en me disant, moi qui ai passé ma vie chez les Papous en Afrique, j'arrive aux mêmes conclusions que vous qui avez vécu dans la réalité internationale. L'Occident ne peut plus imposer ses valeurs. On peut trouver ça affreux, déchirant. Oui. Alors on ne renonce pas aux principes philosophiques. Hein. On n'est pas du tout relativisé. Et donc, on fait tout un raisonnement historique parce qu'on en a besoin. Et à l'arrivée, on pose cette question. Que va devenir l'Occident géopolitique ? On va y revenir justement parce que sur ça. Mais justement, sur cette question... alors peut-être que justement ça fait partie des options, mais Mathieu Bock-Côté vient d'écrire un livre sur la confrontation des deux Occidents et tout le monde observe cette fracture atlantique, le transatlantique a quand même pas mal de plomb dans l'aile. Justement, qui incarne le mieux cet Occident, même cet Occident géopolitique ? Vous définissez un Occident géopolitique qui commence en 1945 42. Par opposition... C'est Roosevelt-Churchill face à Hitler. Après, c'est les Européens et les États-Unis face à Staline. Ça, c'est l'Occident géopolitique. Ouais. Je ne parle pas de l'Empire romain d'Occident, de la chrétienté. Ça, c'est avant, on en parle beaucoup avec Maurice dans le livre. Alors maintenant, on est obligé de se poser la question, non pas à cause de Poutine, qui a réveillé le système manichéen, à cause de Trump, qui introduit un doute délétère, déstabilisant. Et on arrive à 3 hypothèses, Maurice et moi, dans le livre d'entretien. Soit les Trumpistes arrivent à Trumpiser l'ensemble du système. Trump version Rubio, version Vance, version Trump tant qu'il est là. Et donc, il y a quand même, en gros, un tiers des Européens qui ne pensent pas le contraire de Trump, sur la question de l'immigration notamment. Donc, c'est un ensemble Trumpisé. Là, les efforts français ont échoué, quoi. Ça ne marche pas. Ou alors, c'est exactement l'inverse. L'Europe se relève, me dit c'est pas tolérable cette approche de Trump sur tous les plans. C'est tellement brutal, respectant pas la loi ni la Constitution. On reprend le flambeau, nous les Européens, de ce qu'était l'Occident depuis la charte de l'Atlantique. Alors là, il faut voir quel rôle la France joue là-dedans. 3e hypothèse, les États-Unis et les Européens se séparent. Il n'y a plus d'Occident géopolitique. Chacun vit sa vie. D'ailleurs, déjà avant,
on pouvait parler de cousins issus de germains. Donc si on n'avait pas été unifié par Hitler, puis par Staline, encore par Poutine, etc., et maintenant par Trump, bon. Donc il y a 3 hypothèses toutes assez différentes. Côté analyse une des 3. Enfin, il m'en avait une des 3. Et nous, c'est pas un programme politique, l'entretien entre Godelier et moi. C'est une analyse pour aider les gens à anticiper un peu. Lui, il explore la thèse du divorce. Vous publiez un livre d'entretien passionnant donc, avec l'anthropologue Maurice Godelier, et vous affirmez que la crise de l'Occident, d'ailleurs, est bien antérieure à Trump et que l'individualisme en est une des causes majeures. Alors, c'est plutôt Maurice, enfin, il a raison, mais nous, on fait remarquer que déjà avant d'être réunifiés par une menace commune, c'était des cousins issus de germains. On a une origine commune, on s'aime bien, on se voit de temps en temps, mais c'est de moins en moins fort. Sauf qu'on a été réunifiés, vous voyez. Et ça, c'est le sens de la démarche. Après, dans l'individualisme, c'est la réflexion sur est-ce que les sociétés occidentales contemporaines sont en mesure d'affronter des grands défis géopolitiques. Et là, on dit c'est quand même des sociétés dans lesquelles l'individualisme absolu a triomphé, sur tous les plans. Et ça rend quand même très difficile toutes les actions collectives organisées dans la durée. Donc pour les gouvernements dans les pays démocratiques modernes, donc démocratiques, sociétés individualisées, atomisées, avec toutes les décisions publiques qui sont très très perturbées par les phénomènes de réseau et de portable, dans la confrontation, c'est plus difficile. Si le monde était peuplé d'Européens de l'Ouest, 9 milliards d'Européens de l'Ouest, la question ne se poserait pas. Mais quand on a en face le monde chinois, ce qui reste du monde russe, le monde islamique et compagnie, c'est plus difficile. Donc oui, il y a un lien. Ce n'est pas l'explication principale, mais il y a un lien. Est-ce que, justement, si vous vouliez faire renaître l'Occident, quelle serait finalement la recette ou les pistes idéales ? C'est ce que dit Rubio, ça. Rubio, il veut faire renaître l'Occident. Et vous pensez que c'est ce qu'il faut ? Un Occident trumpisé. À la mode Rubio. Est-ce que c'est la voie à suivre, selon Hubert Védrine ? Il faut voir quels sont les Européens qui vont dire finalement Trump est grossier, vulgaire, agressif. Enfin, il n'a pas tort sur le fond. Donc on va suivre ça. Il faut voir ça à travers les élections des 2 ou 3 années qui sont devant nous. C'est votre point de vue, ça aussi ? C'est pas mon pronostic. C'est pas votre pronostic. Parce que comme le système Trump est entré en guerre contre 2 choses, l'Europe régulatrice, tous les oligarques qui trouvent Trump effrayant, ils se sont mis derrière lui pour empêcher l'Europe de réguler. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à Thierry Breton, qui a inventé les régulations européennes qui sont excellentes par rapport à ça. Bon, donc il y a beaucoup d'Européens qui... Vous pensez que la régulation est un élément du soft power européen ? Non, il faudrait que ce soit du power tout court. Il faudrait pouvoir l'imposer, en tout cas pour les opérateurs qui veulent agir en Europe. Et d'autre part, le système Trump est entré en guerre contre l'Europe progressiste. C'est l'histoire de wokisme, etc. Bon, donc là, c'est normal que l'ensemble de l'Europe progressiste pousse des hurlements. Mais il y a 2 choses. Ils veulent attaquer également la capacité régulatrice. Qu'est-ce qui va l'emporter ? C'est le moment ou jamais de voir si les Européens qui ne sont pas en état encore aujourd'hui de se défendre par eux-mêmes, mais ça doit être l'objectif, avec un calendrier, un processus. Il faut au moins que les Européens tiennent bon dans des domaines qui sont de la compétence de la Commission, ce qui n'est pas le cas de la défense, qui sont les régulations des plateformes. C'est fondamental qu'on tienne bon. Alors quand Trump va menacer, il va relancer le chantage sur les droits de douane, même si c'est mauvais pour son électorat, vous voyez, par rapport à ça. C'est une épreuve de vérité pour les décideurs européens dans les mois qui viennent. Il faut tenir bon, là. En lisant votre livre, on a le sentiment, et surtout, c'est pas la première fois qu'on discute ensemble, Hubert Védrine, que, en clair, vous aimeriez qu'il y ait une espèce de coalition euro-américaine qui ne soit pas sur l'individualisme, qui ne soit pas wokiste, mais qui choisisse plutôt Biden, Macron et les sociodémocrates. Mais on a envie de vous dire, choisis ton camp, camarade. Non, parce qu'il n'y a pas 2 camps dans ce que vous décrivez dans votre question. En fait, d'ailleurs, moi, je ne dis pas ça dans le livre. C'est des éléments fondés sur mon expérience du monde réel. Même chose de la part de Godelier, pour aider les gens qui réfléchissent par rapport à ça. Vous avez des termes peu amènes sur l'individualisme. Alors, moi, je pense sur la relation États-Unis-Europe, c'est ce que vous dites. Notamment. Si les Européens avaient voulu que l'Europe devienne une puissance, ils auraient été gaullistes. Au lieu de se déchaîner contre De Gaulle sans arrêt.
Les Américains respectaient De Gaulle, les Européens l'ont embêté sans arrêt. C'est peut-être pas trop tard. Mais si on veut être réaliste aujourd'hui, pour que l'Europe sauve sa civilisation, son mode de vie, sa culture, on ne peut pas dire du jour au lendemain on va défendre l'Europe par nous-mêmes. On n'a pas les moyens. Mais il faut qu'il y ait une feuille de route par rapport à ça. Il faut qu'on devienne, disons, une coalition de volontaires, pilier européen de l'Alliance, et après peut-être 2 alliances à l'arrivée. C'est un travail, mais ça veut dire aussi que l'Europe, globalement, se redresse. Oui, mais avec qui, Hubert Védrine? Parce qu'on n'a pas l'impression, par exemple, que les Allemands, qui sont quand même la puissance majeure aujourd'hui au sein de l'Europe continentale, en tous les cas, fassent ce choix-là. Et qu'on a entendu Friedrich Merz ce week-end plutôt évoquer un axe Merz-Mélanie-Trump. Ils ne parlent pas d'axe, ils ne parleront jamais d'axe. Bien évidemment. Non. Je trouve qu'à un moment donné, ils sont en phase. C'est pas parce qu'il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification qu'il n'y a pas de moyens pour la France et l'Allemagne de travailler ensemble. Mais il ne faut pas être influencé par la micro-conjoncture. Dans la micro-conjoncture, on voit que le chancelier Merz est à l'épicentre, en haut. En même temps, il a eu des propos qu'aucun chancelier n'avait eu sur la nécessité de s'autonomiser par rapport aux États-Unis, se préparer à l'autonomie. Donc ce que je dis, ce n'est pas des commentaires d'actualité tactique électorale, hein. C'est un mouvement de fond. Si les Européens, je redis, veulent préserver leur civilisation, il faut qu'ils travaillent plus, qu'ils investissent plus dans l'avenir de la science, de la technologie, de l'écologie, et que peu à peu, on conquiert cette autonomie en gardant le lien avec les États-Unis aussi longtemps que possible, parce que tous les autres veulent le garder, mais pour être prêt le moment venu à s'en passer, le moment venu. Et là-dessus, je ne crois pas que Merz ait dit le contraire de ça. Après, tactiquement, ça dépend des jours. Voilà. Donc la connaissance du passé, puisque nous, on remonte à la chrétienté des siècles avant. Et c'est passionnant. Oui, mais c'est pour aider à comprendre la suite, en fait. Et oui, il faut maintenir ce qui a été l'Europe. Alors, est-ce que l'Occident géopolitique de la guerre va continuer, pas sous la même forme? Mais j'y reviens, Hubert Védrine. Ce qui, aujourd'hui, veut tenir l'Europe, en tous les cas, beaucoup de gens qui disent qu'il faut faire l'Europe sans ou contre les États-Unis, veulent le faire autour d'un socle de valeurs, mais qui n'est pas lié aux origines, en tous les cas, de l'Europe, ou en tout cas aux origines religieuses de l'Europe. Le progressisme ne fait pas une identité européenne comme l'a fait l'héritage helléno-romano-chrétien. Alors le progressisme, c'est un courant important, mais qui n'est pas le centre. L'Europe d'aujourd'hui, c'est la combinaison entre la chrétienté, l'Empire romain d'Occident, l'origine gréco-latine et les Lumières, qui ont sécularisé les valeurs chrétiennes. Y compris, c'est ça le problème aujourd'hui, le prosélytisme, l'esprit missionnaire qui ne marche plus en fait. Donc il y a une sorte de révolution mentale à tout point de vue. Mais quand on revient aux choses concrètes, ça veut dire une Europe dans laquelle les gens comprennent qu'ils sont en compétition quand même, compétition avec le reste du monde pour préserver le mode de vie occidental. Et au-delà de tous les désaccords, il me semble que les Européens veulent préserver un mode de vie qui est quand même le meilleur qu'on ait jamais vu. Donc là, je pense qu'il y a un chemin, mais il faut beaucoup faire un travail énorme sur les mots, les slogans, le calendrier, pour que ce soit audible. Et je ne vois pas de contradiction insurmontable entre les Européens, sauf qu'on ne peut pas s'affranchir du jour au lendemain des États-Unis. Mais il faut se préparer à ce moment-là. Alors, une dernière question d'actualité, et on en parlait avec le discours de Friedrich Merz. Est-ce que le fait que l'Allemagne soit devenue ou veuille devenir la première armée conventionnelle d'Europe vous inquiète, vous rassure, vous indiffère? Ça fait très longtemps qu'on demandait aux Allemands de faire un effort plus grand. Pas que les Américains qui se plaignent depuis très longtemps, mais même nous. Donc on ne va pas devenir angoissé là brusquement. Mais c'est vrai que l'avenir n'est pas... Mais vous qui avez travaillé avec François Mitterrand, qui était quand même assez mauriacien sur cette question, qui aimait tellement l'Allemagne qu'il préfère en avoir deux qu'une. Non, ça c'est un ragot, ça. Enfin, je ne veux pas dire ça sur vous, mais quand on lit notamment les travaux des grands historiens allemands actuels, ils réfutent complètement ça. Mitterrand n'a pas dansé de joie à l'idée que l'Allemagne redevienne numéro 1. Mais il a toujours géré ça pendant 10 ans, en disant il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Bon, ça c'est un autre débat, vous m'inviterez une autre fois. Merci. Il faut agir en sorte pour que l'Allemagne ait intérêt à s'insérer dans cette Europe qui va s'affirmer plutôt que de s'affirmer par elle-même. Mais l'option existe. Pilier européen,
Après l'Occident, justement, l'entretien et ce livre d'entretien entre Hubert Védrine et l'anthropologue Maurice Gaudnier est absolument passionnant et c'est à lire. C'est aux éditions Bascule, c'est œcuménique, c'est Perrin et Robert Laffont. Merci Hubert Védrine. Il y a un point d'interrogation dans le titre. Il y a un point d'interrogation. C'est important. Merci.